Bonjour, ici Yannick Villedieu. Voici votre magazine d'actualité de culture scientifique, Les Années-Lumière. Les Années-Lumière, première heure de cette édition donc du 14 avril 2013, une première heure au cours de laquelle on va aller à la fois en l'air et en mer, et en l'air avec Marie-France Bélanger. Marie-France, les changements climatiques, ça risque d'affecter le confort des passagers que nous sommes tous, plus ou moins souvent. Oui, des passagers donc qui prennent l'avion. Une nouvelle étude nous apprend que les changements climatiques vont entraîner plus de turbulences dans l'atmosphère, dans les corridors aériens entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ça s'appelle Attachez vos ceintures. Oui. Puis avec vous, Chantal Srivastava, on va aller en mer. Hein, et on va parler des requins, les méchants requins, très méchants. Non, pas si méchants que ça. Non. Ils sont prédateurs, mais ils sont aussi des proies. C'est ce que nous explique cette nouvelle exposition qu'on peut voir depuis cette semaine au Centre des sciences de Montréal. Je l'ai visité pour vous. Oui, et puis en première heure, on aura aussi, bien sûr, comme d'habitude, les carnets insolites du prof Durand, qui se pose une grande question. Qu'est-ce que la réalité? Et oui, c'est une question importante. Il y aura nos écrivains de la science aussi. Un nouvel épisode. Yannick Roy, l'essayiste, qui va nous lire son texte Incuriosité. Et puis la règle de 3, une nouvelle règle de 3, en fait, avec Michel Gébrac, le géologue de l'Université du Québec à Montréal. Cette série va s'appeler La source des ressources minérales, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler du diamant. D'où vient le diamant? Et puis un petit aperçu de la deuxième heure. Il y aura d'abord la matière condensée, notre revue de la semaine en sciences, en technologie. Puis Yannick Tremblay, vous va nous parler d'une imprimante vraiment pas comme les autres. Hein, une imprimante qui impressionne, et je dirais 3 fois plutôt que 2. Oui, c'est une imprimante 3D et qui impressionne de plus en plus. On va vous parler de la montée de ces imprimantes qui sont de plus en plus répandues et des changements qu'elles pourraient entraîner. Marc Bourgault, un petit courrier des lecteurs cette semaine? Oui, je vais vous poser la question, Yannick. Ça vous arrive de faire la vaisselle parfois? Bien sûr, régulièrement. Vous avez sans doute remarqué, comme notre auditrice qui pose la question, il y a des gouttes qui adhèrent parfois particulièrement au plastique, et elle veut savoir pourquoi. Pourquoi? Et on aura la réponse. Et puis Chantal, il y aura l'auteur de la semaine. À la Deux fin auteurs, en fait. Deux même. co-auteurs qui viendront nous parler de cet ouvrage collectif intitulé « Je suis une personne, pas une maladie », sur la maladie mentale, la santé mentale qui vient d'être lancée cette semaine. Très important, mais là-dessus, d'abord, on s'en va dans les turbulences. Alors, vous avez peut-être déjà connu ça. Vous êtes dans un avion, tout va très bien, bien installé, et tout à coup, ça se met à brasser, comme dit Marie-France dans son texte. Marie-France Bélanger, donc l'appareil dans lequel on se trouve vient d'entrer dans une zone de turbulence. Ça crée de l'inconfort, parfois de la peur, des blessés. Eh bien, apparemment, Marie-France, faut s'habituer à ça parce que de la turbulence, il y en aura de plus en plus. Oui, tout à fait. En fait, c'est la conclusion d'une étude britannique qui vient d'être publiée dans la revue Nature Climate Change. 2 chercheurs se sont intéressés à l'impact des changements climatiques sur la turbulence dans le corridor aérien transatlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un passage aérien très achalandé avec environ 850 vols par jour en 2012 selon des chiffres de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est la première fois qu'on tente de mesurer l'impact des changements climatiques sur les turbulences. C'est donc intéressant donc de se pencher sur cette étude. Et alors, la grande question, qu'est-ce qui se passe? C'est 10 000 mètres à peu près? On est à 10 000 mètres à peu près. Qu'est-ce qui se passe pour que les changements climatiques aient cet effet-là? En fait, les changements climatiques ont un impact sur le courant jet, le jet stream en anglais. C'est un immense courant d'air qui se déplace au-dessus de l'Amérique du Nord entre 30 et 60 degrés nord. Donc, grosso modo, Yannick, entre la Floride et les pays scandinaves, à environ 10 kilomètres d'altitude, là où se trouvent les corridors aériens, là où circulent les avions.
Faut dire qu'il existe différents types de turbulences. Il y a des turbulences qui sont provoquées par les cellules orageuses et les masses d'air instables et les turbulences invisibles. Invisibles à l'œil nu, celles dont on parle ici qui sont associées donc au courant jet, au jet stream. Or, avec les changements climatiques, les chercheurs pensent que le courant jet sera modifié, ce qui entraînera pas mal plus de turbulences invisibles. Paul Williams est un spécialiste des sciences de l'atmosphère à l'université Reading en Grande-Bretagne et co-auteur de cette étude qui vient de paraître dans Nature Climate Change. Climate change is making the jet stream go faster and stronger. À cause des changements climatiques, le courant jet deviendra plus robuste et plus rapide, et l'atmosphère sera alors plus propice à l'instabilité qui, à son tour, entraîne les turbulences. Selon notre étude, la portion de l'espace aérien contenant des turbulences invisibles va doubler d'ici le milieu du siècle, et l'intensité moyenne de ces turbulences invisibles va augmenter de 10 à 40% d'ici 2050. Les passagers peuvent s'attendre à des vols plus chaotiques d'ici le milieu du siècle. Voyager en avion sera moins confortable. La consigne lumineuse sera en vigueur peut-être 2 fois plus longtemps que maintenant. Il arrivera peut-être plus souvent que l'on renverse son verre à bord d'un avion. Mais plus sérieusement, il y aurait aussi un risque accru de blessures pour les passagers et le personnel d'équipage. Déjà présentement, des centaines de voyageurs et de membres d'équipage sont blessés chaque année à cause des turbulences, quoique les blessures mortelles soient rares. Les pilotes tenteront peut-être de contourner les poches de turbulences. Ce faisant, le temps de vol pourrait potentiellement augmenter. Les voyages en avion seraient alors peut-être plus longs, ce qui pourrait provoquer des délais dans les aéroports, augmenter la consommation de carburant et augmenter aussi les émissions polluantes. Et bien sûr, ultimement, si l'augmentation des turbulences coûte plus cher aux compagnies aériennes, on s'imagine bien que ces coûts supplémentaires seront transférés aux passagers eux-mêmes, qui pourraient payer davantage pour leurs billets d'avion d'ici 2050. Could be passed on to passengers who might find themselves paying more for their tickets by the middle of this century. Paul Williams, donc, qui est co-auteur de cette étude sur les effets des changements climatiques sur les turbulences, donc dites invisibles. Une étude qui certainement intéresse tous les passagers, mais qui intéresse aussi beaucoup les pilotes d'avion, hein, Marie-France, non? Oui, parce que ces turbulences invisibles font partie, si on veut, de leur quotidien. J'ai demandé à Daniel Comeau, qui est président de l'Association des pilotes d'Air Canada, section Montréal, qui compte 350 pilotes, de me parler de ces turbulences invisibles. On l'écoute. Les turbulences invisibles sont causées par le courant jet en majorité, qui change de direction ou qui circule dans un air instable. Très dur à prévoir. On ne les voit pas à l'œil nu. D'habitude, c'est dans un ciel clair lorsque le courant jet est présent. Souvent, sur les abords du courant jet, au-dessus ou en dessous du courant jet, là, tout près du courant jet, c'est là qu'ils vont être les turbulences. Habituellement, on s'en attend parce qu'on sait où on devrait en avoir d'après nos cartes météo qu'on a faites lors de la planification de notre vol. Ou souvent, on s'en attend pas et puis on pense qu'il n'y en aura pas et l'avion se met à bouger, si on veut, à osciller avec la turbulence. Alors, à ce moment-là, on allume les consignes de sécurité et on regarde nos cartes météo et on dit, OK, il y a de la turbulence ici. On la rapporte souvent à notre compagnie pour que les autres informent les autres avions derrière nous qu'il y a de la turbulence présente. Est-ce qu'on peut voir ces turbulences à l'aide des instruments à bord? La turbulence invisible, non, on peut pas la voir du tout. Et sur un vol, par exemple, entre Montréal et Paris, combien de temps dure la période de turbulence invisible? C'est rare que ça dure très longtemps. Souvent, si on traverse le courant jet, on va en rencontrer à l'entrée lorsqu'on rentre dans le courant jet et on va en rencontrer lorsqu'on sort. Sur un vol de Montréal-Paris, il peut y avoir une séquence de 15 minutes, il peut y en avoir 2, des fois il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4. Ça dépend combien de fois qu'on traverse le courant jet. Souvent, on va traverser 2 courants jets. Si notre route est planifiée dans le courant jet ou sur les côtés du courant jet, vous pourriez avoir un vol où il y aurait 3 à 4 heures de turbulence. Et la turbulence, donc invisible, quelle place occupe-t-elle par rapport aux autres types de turbulences? Est-ce que c'est la plus importante? Je vous dirais que c'est la plus importante parce que la turbulence visible, on ne l'encontre pas parce qu'on y va pas, on sait où aller. La turbulence invisible, par contre, c'est elle qui est évidemment la plus présente parce qu'on ne peut pas la prévoir parce qu'on ne la voit pas.
est-ce qu'on peut, en cours de route, changer sa trajectoire si on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de turbulences invisibles? On fait ça régulièrement dans un environnement d'espace contrôlé, où on est en contact avec les contrôleurs, où le radar nous voit et voit les autres avions. Alors, on va dire au contrôleur, on est en turbulence. Est-ce qu'on peut descendre ou est-ce qu'on peut monter pour changer d'altitude? Souvent, changer d'altitude est le meilleur moyen pour sortir de la turbulence. Par contre, lorsqu'on est au-dessus de l'océan, on n'a pas la liberté de changer d'altitude parce qu'on n'est pas dans un environnement contrôlé à ce moment-là. On parle au contrôleur lorsqu'on quitte la côte et on parle au prochain contrôleur lorsqu'on arrive à l'autre côte. Alors, c'est très dur de changer d'altitude au-dessus de l'océan. Alors, souvent, on n'a pas le choix que de continuer. Si, par contre, la turbulence devenait trop sévère ou on pense que la sécurité est en danger, à ce moment-là, on changerait d'altitude quand même, là. Alors, tant que c'est tolérable, on va rester où on est. Si ça devient intolérable, à ce moment-là, on va prendre des actions nécessaires. Daniel Comeau est le président de l'Association des pilotes d'Air Canada, section Montréal. Donc, Marie-France, turbulence invisible, une espèce de bête noire ou transparente pour les pilotes. D'une certaine manière, oui. Cela dit, Yannick, les turbulences invisibles ont rarement des conséquences graves. Le principal problème de ces turbulences, selon le pilote Daniel Comeau qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'inconfort. Et lui-même, soit dit en passant, n'a pas observé une augmentation des turbulences invisibles au cours des 20 dernières années. Mais les chercheurs qui ont réalisé l'étude, là, dont on parle depuis le début de ce reportage, estiment, eux, qu'on va se faire beaucoup plus brasser en avion d'ici 2050 à cause de ces fameuses turbulences invisibles. Est-ce qu'ils sont sûrs de ce que ça va se produire? Oui. Ben, Paul Williams, qu'on a entendu plus tôt, et son collègue Majoj Joshi disent qu'ils ont utilisé l'un des meilleurs modèles de prévision du climat pour en arriver à ces prévisions. Donc, ils ont confiance donc en leurs données. Mais j'ai demandé à un autre chercheur, Bruno Tremblay, professeur à l'Université McGill au département des sciences atmosphériques et océaniques, de lire l'étude en question. Il aurait aimé, donc, M. Tremblay, entre autres, que les chercheurs aient recours à plus d'un modèle pour valider leurs données sur l'augmentation de la vitesse et de la robustesse du courant jet, donc 2 éléments qui pourraient entraîner plus de turbulences invisibles. Cela dit, pour le professeur Bruno Tremblay, une chose est certaine, Yannick, à la lecture de l'étude, le courant jet va se déplacer plus au nord à cause des changements climatiques. Pour lui, c'est le facteur dominant. Ça, on en est absolument sûr et ça pourrait avoir un impact sur les turbulences invisibles. Il nous explique comment le courant jet va se déplacer plus au nord. À l'équateur, on est sous le soleil, les masses d'air sont chaudes, donc des masses d'air chaudes sont plus légères, elles montent, elles migrent vers le nord, puis aux latitudes environ 30 degrés nord, elles redescendent vers la surface, puis après ça, elles reviennent vers l'équateur. Donc ça fait un peu comme une boucle. Ça monte à l'équateur, ça va vers le nord, ça redescend dans les tropiques, puis ça redescend à l'équateur, là, à la surface. Avec un réchauffement planétaire, avec une augmentation de CO2 dans l'atmosphère, cette circulation-là atmosphérique qu'on appelle la circulation de Hadley, elle prend de l'expansion. Ça veut dire qu'on a encore de l'air qui monte à l'équateur. Maintenant, elle monte vers le nord, puis elle redescend à des latitudes plus au nord. De telle sorte que le courant G, lui, qui se trouve juste au nord de cette circulation-là de Hadley, se trouve être poussé vers le nord, puis c'est pour ça qu'il migre vers le nord. En gros, si on garde les mêmes trajets aériens, donc on se trouverait être plus souvent sous l'influence du courant G, donc dans des zones turbulentes. Bruno Tremblay, qui est professeur à l'Université McGill à Montréal. On imagine avec cela dit qu'on devrait peut-être changer de couloir. Est-ce que les pilotes pourront s'éloigner donc de ce courant jet nouveau genre? C'est pas si simple parce que le courant jet a aussi ses avantages, comme nous le dit Daniel Comeau, président de l'Association des pilotes d'Air Canada, section Montréal. Oui, on peut circuler plus loin du courant jet, mais souvent, on veut prendre avantage du courant jet. Vous comprenez que si on voyage avec le courant jet dans notre dos, et le courant jet est de 300 km/h, alors on va 300 km/h plus vite. Grosse économie d'essence. Si on a le courant jet face à nous, alors on va voler le plus loin possible du courant jet parce qu'on ne veut pas avoir ce vent-là dans le visage, si vous voulez. Parce qu'il nous ralentit aussi de 300 km/h. Alors, si on prend l'exemple du vol de Montréal-Paris, on va l'avoir dans le dos. En revenant, Paris-Montréal, on va l'avoir de front. Alors, c'est pour ça que vous allez souvent voir que le vol Montréal-Paris prend 7 heures et le vol Paris-Montréal prend 8 heures. Parce que majoritairement, le courant jet voyage de l'ouest vers l'est.
Daniel Comeau, pilote d'avion. Donc, Marie-France, des décisions peut-être déchirantes pour les compagnies aériennes dont les avions circulent dans ces courants-là. Peut-être, en tout cas, mais vous savez, Yannick, ce n'est que le début des recherches sur l'impact des changements climatiques sur les turbulences. Les scientifiques qui ont réalisé l'étude sur les conséquences des changements climatiques sur le courant jet veulent maintenant valider leurs données, puis aussi s'intéresser à d'autres grands courants d'air qui circulent ailleurs dans d'autres parties de l'atmosphère. Merci beaucoup, Marie-France. Et là-dessus, on passe aux carnets insolites du prof Durand cette semaine. Qu'est-ce que la réalité ?